Salut à tous, moi c'est Alexandre Logier. Bienvenue tout le monde, tous ceux qui vont découvrir cette chaîne avec cette vidéo. C'est la première critique vidéo que je tourne sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira. Are you sure you want to do this? On est actuellement le 15 août à 16h50 quand je tourne cette vidéo. Je suis allé voir le film Alien Romulus 2 fois dans la même journée, hier, donc le mercredi 14 août à sa sortie. Première séance de 11h en IMAX, puis le temps de digérer un peu, une deuxième séance à 22h en Dolby Cinema. Alors Alien, c'est une grande histoire d'amour pour moi. Ça a commencé très tôt quand j'avais que 8 ans, lorsque en vidéoclub je tombe sur une VHS de Aliens, le retour du grand James Cameron. À l'époque, très fasciné par tout ce qui était dinosaures, je regardais Jurassic Park en boucle dès que je rentrais de l'école primaire. Lorsque j'ai vu ce nouveau monstre de cinéma, j'ai couru dans les jupons de ma mère en lui disant « C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est ce monstre? Je le connais pas ». Elle m'a dit « Oh bah c'est Alien, je suis pas sûr que ce soit pour toi et tout, mais vas-y si tu veux, on va louer la VHS ». Et là, voilà, je suis tombé amoureux de cet univers. Et je pense que c'est principalement ces films-là qui ont bercé mon enfance et qui ont fait de moi le cinéphile et surtout le cinéaste que je suis aujourd'hui. J'ai d'ailleurs moi-même affronté le xénomorphe dans les courts-métrages que je tournais quand j'avais 12-13 ans. Ouais. On sort les gros dossiers. Bon, blague à part, le vrai fanboy que je suis, autant vous dire que Alien Romulus, je l'ai attendu de pied ferme. 7 ans se sont écoulés depuis Alien Covenant, qui fut une grande déception. On pensait enfin avoir les réponses à nos questions, que Prometheus nous posait, à la place d'y répondre déjà. Que nenni, on n'a pas eu ces réponses. On a eu encore plus de questions, et au final, en plus, la mythologie de l'alien qui a pris un sale coup, avec notamment cette fameuse scène de naissance du chestbuster qui n'en était pas un, de l'alien qui n'en était pas un. En fait, il n'y a pas grand chose qui allait dans ce film, surtout dans la deuxième moitié. Ceci dit, la première moitié fonctionnait bien et on avait envie de voir la suite. On se disait, oh, ça a l'air un peu plus alien que le précédent. Bah non. Donc voilà, on est maintenant en 2024 et on a un nouveau réalisateur qui débarque, Monsieur Fede Alvarez. Alors, Fede Alvarez, je l'ai du coup connu avec son film Don't Breath, dont je suis particulièrement fan. J'ai vu aussi son Evil Dead, son remake d'Evil Dead, qui était très brutal, très, comment dire, sans filtre, décomplexé, et il va au bout de son délire. Et déjà, pour ces deux films-là, on remarquait sa patte, on remarquait la façon dont il allait oser montrer l'horreur, montrer le gore, et assumer ses choix. Donc quand j'ai appris que c'était Fede Alvarez qui allait s'occuper de ce nouveau Alien, j'étais très intrigué et je me suis dit, ouais, ça peut faire quelque chose. Bon, vous avez vu le synopsis, hein, vous avez vu les bandes annonces, d'ailleurs un peu trop de bandes annonces je trouve à mon goût. Le matraquage commercial autour de la sortie d'Alien Romulus a été assez acharné et de mauvais goût, surtout dans le dernier mois. Mais bon, je regrette d'avoir regardé les TV spots, je me suis fait spoiler pas mal de choses. Si vous avez eu la chance de ne pas voir ces derniers teasers, TV spots, et que vous n'avez pas encore vu le film Alien, ne les regardez surtout pas. Gardez un maximum de suspense parce que ça va vous gâcher quand même beaucoup de surprises. Alors le film commence sur une planète, dont je ne sais plus le nom. On va suivre un groupe de jeunes qui sont des fils de mineurs, qui sont en fait des employés, des ouvriers de la compagnie Weyland-Yutani, la fameuse compagnie qu'on voit partout depuis le début de la saga. Ils veulent s'échapper à tout prix de cet enfer. C'est une planète où il y a 0 jours de soleil par an. Et puis tout le monde tombe malade, tout le monde est décimé les uns après les autres parce que ils tombent malades dans les mines, ils chopent des virus. Bref, l'espérance de vie sur cette planète est assez courte. Forcément, le père de l'un des gars en particulier va mourir et va donc léguer post-mortem son vaisseau spatial à ses enfants et ils se disent c'est l'occasion rêvée de prendre ce vaisseau et de se barrer. De plus, ils ont détecté la présence d'une station spatiale qui a l'air abandonnée, dans laquelle ils souhaitent du coup voler du matériel et notamment des tubes cryogéniques pour pouvoir s'endormir et prendre le cap vers une planète bien meilleure. Sauf que forcément, c'est arrivé à bord de cette station que l'enfer va les rattraper. Alors, Alien Romulus, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà,
on peut déjà affirmer une chose, c'est beaucoup mieux que Alien Covenant, de loin, mais de très loin. On retrouve enfin un film Alien, on a l'essence même des premiers films qui respirent la moindre image de cette nouvelle œuvre. Après, forcément, il y a des défauts dont je vais parler surtout dans la partie spoiler. Donc, si je veux donner mon avis global sans vous spoiler, c'est une très belle œuvre qui reprend les codes, qui reprend la genèse, qui reprend en fait un peu de toute la saga, et même Prometheus et même Alien Covenant, pour le bien comme pour le pire. J'en parlerai en détail plus tard. Mais on peut pas lui enlever que l'effort est là et c'est réussi. Au premier abord, le jeune casting me faisait peur. Et je me disais, ouais, ça va faire un teenage movie. J'étais pas le seul à penser ça, bien sûr. Hein, ça s'est vu et revu sur les forums et tout. Mais c'était normal, on se disait, est-ce qu'ils vont pas nous faire un slasher movie teenagers Ben en fait non, ça donne un nouvel aspect, c'est un équipage qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. C'est aussi une façon scénaristique de nous plonger dans une certaine façon de penser, parce que les personnages forcément n'ont pas un tel vécu que les personnages qu'on pourrait avoir dans le premier Alien, qui ont tous la quarantaine, qui sont déjà forts d'expérience. Là c'est cohérent en fait, c'est cohérent parce que c'est plausible. Ils sont jeunes, ils voient que leurs parents sont tous morts, ils voient que tout le monde est malade, que leur vie elle est merdique sur cette putain de planète. Pardon pour mon langage. Non, il faut qu'ils partent et c'est justifié par le scénario, par les personnages et par la façon dont ils vont le jouer, et c'est cousu tout au long de l'histoire et c'est cohérent. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, on va dire, qu'il va être surtout dans des éléments précis et peut-être aussi les attentes que j'en avais. Donc ça c'est un problème que je vais avoir et que sûrement les gros fans un peu comme moi vont avoir. C'est-à-dire qu'on a peut-être attendu des choses qu'on n'a pas eues. Et il y a des choses qui sont arrivées qu'on n'attendait pas et qui sont pas forcément toujours bienvenues. On en reparle plus tard. Niveau comédien, Cailee Spaeny est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Dans Civil War déjà, elle crevait l'écran. Là, dans le premier rôle, alors c'est une petite replay bêta quoi, mais surtout dans la façon dont elle est filmée par Alvarez, faut le dire, ça reprend beaucoup l'essence du personnage de Ripley. Mais elle s'en détache quand même, elle a son truc à elle a son charisme, elle a sa façon ses petites mimiques faciales. Non, on y croit, très très bien interprété. Mention spéciale pour David Johnson qui interprète donc ce nouvel androïde que nous propose ce film, Andy. D'ailleurs, bizarre que ça reprenne pas l'ordre alphabétique. On avait H pour le premier film, A. On avait Bishop dans le deuxième film, B. On avait Cole dans Alien la Résurrection, C. On avait David, proposé par Prometheus par Ridley Scott. Et là, on revient encore à A. Bon, peut-être parce que ça se passe entre l'Alien 1 et Alien 2, du coup, il faut pas forcément revenir à une nouvelle lettre, ok. Mais bon, on revient sur David Johnson qui nous livre ici, je trouve, la meilleure performance du film. Bon, je dis pas tout, mais en gros, il est très nuancé. Et il a des petits tics nerveux, il a cette impression de bugger des fois, qui est très intéressante, et qui aussi ses bras, la façon dont il va figer ses bras, comme si son corps ne fonctionnait pas forcément bien, et que des fois il était un peu buggé et tout. C'est vachement bien, je connaissais pas du tout cet acteur, je le découvre avec ce film là, et je vais le suivre de très près parce que bravo monsieur. Ouais. Parlons photographie. La photographie du film est sensationnelle, vraiment, le jeu des couleurs, les contrastes, l'aspect jaune, le rouge, c'est incroyable. L'intelligence de la lumière et de la façon dont les faisceaux lumineux vont traverser le décor, traverser les vitres, traverser les aérations, c'est assez bluffant, et c'est, je pense, ne pas me tromper en disant que c'est un des films les plus beaux esthétiquement qui nous a été donné de voir depuis le début de la saga. Prometheus était déjà très esthétique, mais c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus lisse quand même. J'ai pas envie de vexer du monde, mais c'est pas la même chose. C'était moins, je trouve, contrasté, moins film noir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a des fois des séquences qui nous plongent des fois dans l'obscurité, mais c'est une obscurité qui est maîtrisée,
À l'encontre de AVPR, hein, Alien vs Predator Requiem, où c'était de l'obscurité, où on voyait rien. Ok. Là, je parle de films plutôt comme des films comme Us, où on filme des acteurs noirs dans un décor très sombre, mais on distingue ce qu'il faut distinguer. Donc là, le directeur de la photographie remplit son contrat à merveille et arrive à nous créer de la noirceur, mais en pensant et en faisant bien son travail, en illuminant ce qu'il faut être illuminé et en mettant dans l'ombre ce qu'il faut être dans l'ombre. Non, ça marche très bien, c'est très contrasté, c'est très beau, c'est coloré, des fois c'est à peine éclairé là où il le faut. Et aussi, c'est soutenu par la réalisation d'Alvarez qui va prendre le temps de nous montrer des fois des plans qui sont très longs, comme par exemple l'exposition d'un vaisseau, on est dans l'espace, on avance sur un vaisseau, et on prend le temps d'y arriver, il n'y a pas de cut, on laisse le plan durer, et on profite de ce qu'on voit. En plus, c'est des maquettes, j'ai vu les making-of, et il a dit en interview, hein, monsieur Alvarez, filmé de très près, mais c'est pas un fond vert d'ailleurs. Ça sera des écrans qui diffusent du coup les images, un peu à la façon de Mandalorian, qui le faisait déjà sur Disney+. On a du coup un rendu qui mêle ancienne technologie avec nouvelle technologie et qui fonctionne à merveille. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Ce plan dans l'espace est un des nombreux plans qu'on nous propose dans le film qui se passe du coup dans l'espace même où il n'y a pas d'oxygène et donc pas de son. Et ça, enfin, ça le respecte. Ça respecte la physique, ça respecte les lois normales qu'on devrait obtenir en situation réelle dans l'espace. On ne devrait pas avoir de son. Et ben putain, ça fonctionne. Et en plus, comme ça. Bon, je spoil rien en vous disant ça, c'est le début du film. Premier plan du film, on est dans l'espace. Un plan sans son, sans musique, sans rien. Et du coup, un peu à la façon dont on le faisait sans un bruit, ça impose un silence dans la salle. Tous ceux qui étaient en train de grignoter leur popcorn, tous ceux qui étaient encore sur leur téléphone en train de mettre le mode avion, en train de parler avec leurs collègues, tout le monde se tait. T'es obligé de te taire, il n'y a pas de son. Et du coup, ben, ça ne peut que permettre aux spectateurs de rentrer dans le film immédiatement, et je trouve de la meilleure des manières. Restons dans le domaine du son. Les sound design des premiers films reviennent, remasterisés au goût du jour, mais on entend tous les petits bips des ordinateurs qui s'allument, des écrans, des petites notions d'informations qui vont venir arriver vers le son. Non, c'est vachement... on est dans un Alien, hein. Concrètement, on y est. Là où Prometheus et Alien Covenant étaient partis dans une direction trop SF, futuriste, avec des hologrammes partout, la technologie qui était plus du tout cohérente avec la saga, là on y revient, et bordel, ça fonctionne quoi. Tout est hyper réaliste, tout est palpable. On pourrait se dire que c'est des vrais vaisseaux, que... Enfin, ça respire l'authenticité, et c'est ça qui contribue finalement à ce qu'on y croit. Et c'est ce qu'on avait perdu depuis avec les full CGI, l'alien, le protomorphe qu'on avait eu dans Alien Covenant, qui était entièrement réalisé par ordinateur, en plus qu'on nous mettait en plein jour, en plein soleil. Scott lui-même avait perdu l'essence même de ce que faisait le succès de cette saga, c'est que c'était un mélange de biomécanique, de réels gars en costume, d'animatronique, de baves gluantes maquillées directement sur le costume de l'alien. Enfin, c'est ça qui faisait qu'on y croyait parce que c'était palpable. Et là, ça revient enfin, et putain, c'est réussi quoi. Et je trouve d'ailleurs que les visuels qu'on peut avoir dans ce film-là sur les aliens sont peut-être les meilleurs qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui en termes de rendu. Bien sûr, il y a de la CGI, hein, il y en a. Parce que forcément, quand on va filmer un alien entier au loin dans un couloir, qu'on doit voir ses jambes, qu'on doit le voir bouger tel un animal et non pas comme un humain dans un costume, il faut qu'on utilise l'ordinateur. C'est obligé. Mais là, c'est le film qui, pour une fois, fait le mélange parfait entre les deux. On a vraiment le juste milieu. Et le rendu est phénoménal. Franchement, à chaque plan sur le xénomorphe, on est... ça crève l'écran. C'est... Ouais, ça marche. Alors, le film n'est pas parfait, bien sûr. Loin de là. Mais je vous propose du coup qu'on rentre dans la partie spoiler pour en parler de façon plus large et sans filtre. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse donc quitter la vidéo tout de suite. En n'oubliant pas de lâcher le petit abonnement avant de partir. Mettez-moi en commentaire ce que vous aurez pensé du film en revenant. Et on passe tout de suite à la section spoiler. Bon, maintenant qu'on est débarrassé de la partie non spoiler, on va pouvoir se lâcher un petit peu. On va commencer en douceur.
Monsieur Fede Alvarez apparaît dans le film. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il a fait son petit caméo. Il joue un cadavre mort suspendu qui s'est fait bouffer l'intégralité de son crâne. Donc il s'est fait son petit kiff, hein, le réalisateur qui se tue lui-même dans son propre film, c'est pas mal, j'aime bien. Bon, gros spoiler, on va commencer à y aller. On a Ash dans le film. Alors non, c'est pas Ash, c'est le même modèle d'Android, mais on a Ian Holm qui revient, bien sûr post-mortem, qui est fait de façon deepfake, enfin mélange de technologie, qui d'ailleurs sur tous les plans ne fonctionne pas forcément. Mais on a un Android avec la tête de Ash, quoi, qui s'appelle Rook, je crois, dans le film. On a sa voix même qui est recréée de façon informatique, hein, par l'IA. C'est stipulé d'ailleurs dans le générique de fin. Grosse surprise, on ne s'attendait pas du tout à ça. Là pour le coup c'est une des choses qui n'ont pas été spoilées par les teasers. Merci mon Dieu, qu'on ne montre pas tout non plus. Et en plus il a une sacrée importance dans le récit. On va le voir non pas dans une scène mais dans plusieurs, et il va même guider nos personnages dans l'avancée, guider ou non d'ailleurs, hein, dans l'avancée du film. Non, belle surprise de le voir là. Sur le coup, on le trouve juste coupé en deux par terre. On se dit... Enfin, moi je l'ai un petit peu reconnu quand même, la forme enfin, la coupe de cheveux, la forme du visage. Je me disais, est-ce que ça serait pas Ash? Mais comment c'est possible? Bref, bonne surprise. On a le retour de l'huile noire, hein, de cette espèce de matière noire qui est donc introduite dans Prometheus. Bonne idée, fausse bonne idée, je sais pas. En vrai, c'était une des bonnes idées que proposait Prometheus à l'époque, en 2012. Hein. Bien que Scott ne réalise pas le film, il revient quand même en production avec sa société Scott Free, et il a donné quelques notes à Fede Alvarez. Donc oui, le film est en partie un soft reboot, en même temps un épisode filaire qui se passe entre deux, et en même temps qui va servir de raccrocher les wagons avec Prometheus et Covenant, et du coup les canoniser. Bon, c'est pas ce que tout le monde aurait voulu, moi le premier, mais ça reste du Scott derrière, donc oui, c'est logique, Papy Scott, il se fait vieux, il a envie de justifier ses trucs, c'est pas les meilleures idées qu'il a toujours lui, en vrai, quand on regarde les making-of, les interviews de l'époque, même du premier Alien, hein. Il y avait une histoire comme quoi dans le premier Alien, à la fin, il voulait que l'Alien, ce soit lui qui prenne le contrôle du vaisseau et qui commence à parler et tout, enfin, il a pas toujours des bonnes idées, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues et qui disent non, attends, pas forcément monsieur, calmez-vous. Mais bon, voilà, il est là, donc oui, la Black Goo, cette huile noire, revient dans le film. Alors, d'une façon un peu spéciale. Donc c'est Rook, le nouveau Ash, qui, par un procédé de rétro-ingénierie, arrive en fait à extraire l'huile noire, qui est l'essence même de l'ADN du xénomorphe et toutes les créatures en fait qui en sont générées. Et donc par rétro-ingénierie, il va réussir à recréer par imprimerie, enfin, il imprime des tissus, quoi. J'ai pas très bien compris, c'est juste filmé dans un plan vite fait, un travelling sur le côté. On voit une sorte d'imprimante qui a pas fini d'imprimer un truc. Il va imprimer des facehuggers. Des facehuggers qu'il a apparemment bien boosté, hein, parce que le processus d'évolution de l'alien est ultra rapide. Déjà, dans Alien vs Predator AVP en 2004, on se disait putain, ça va vite, hein, ils viennent à peine de se faire féconder. L'alien sort déjà, il y a déjà les aliens adultes. Bon, on s'est dit, bon, c'est peut-être les Predators qui ont accéléré le processus, ils ont modifié l'ADN de façon à pouvoir chasser plus vite. Là, on dirait que c'est la même chose, voire encore plus rapide. Surtout qu'il y a un compte à rebours. La station va se crasher, elle va toucher les anneaux d'astéroïdes. 47 minutes. On a la voix donc, du vaisseau Maman, Mother, qui va dire 47 minutes avant impact. C'est là que du coup on a le personnage qui est accroché avec le facehugger. On arrive à lui extraire, d'ailleurs bonne idée la cryogénisation, le fait d'utiliser de la glace et pas du feu cette fois. Bonne idée, ça marche. C'est un truc qui n'a pas été vu. Donc ça c'est une des idées un peu neuves qu'on retrouve dans le film. Par contre il se passe du coup que 7 ou 8 minutes après, où on a donc du coup de 47 minutes à 40 minutes, on lui enlève le facehugger, le chestbuster est né, le chestbuster perd sa peau, va muer, il accroche son cocon au mur, et l'alien est déjà grand. Le tout en 7-8 minutes.
C'est un des trucs qui peut faire sortir du film. Tu te dis, bon, les gars, on veut bien que ça aille vite, mais quand même. Surtout qu'en termes scénaristiques, t'aurais très bien pu faire une pause, une ellipse. On a les personnages du coup de Rain et Andy qui sont en train d'attendre que la porte s'ouvre parce qu'ils sont en train de réchauffer l'atmosphère de la pièce pour atteindre 37 degrés. Tu peux te dire, on fait une ellipse, on dit qu'il est passé 4 heures, ou 8 heures même, 9 heures ou 10 heures. La voix du vaisseau, elle te dit H moins 12 heures avant impact, et pas 47 minutes. Et là, on se dit, bon, l'alien, il a eu le temps de se faire son cocon, il a eu le temps de sortir du cocon, d'être un alien adulte, et ça aurait fonctionné. Là, c'est vraiment trop rapide, surtout que les personnages qui sont dans la navette sont inconscients, ils se sont pris un gros choc, se sont crachés dans la soute, ils sont inconscients, donc ils peuvent très bien dormir 10 heures, tu vois. Non, là ça marche pas. Là pour le coup, même moi, je suis bien bon public, mais il faut pas déconner. Tu vois, tu te dis, 7 minutes pour que l'alien grandisse et fasse son cocon et sorte, et soit déjà adulte. Les gars, doucement. Bon, mettons ça de côté. Disons que Rook a vachement accéléré le processus ADN et qu'il a fait son alien parfait qui va super vite. Ok, si tu veux. Les aliens. Eh oui, je dis bien les aliens. Il n'y en a pas qu'un. On découvre un nid, on découvre une bonne douzaine d'aliens, voire plus. Ils sont pas tant présents que ça, hein, en fait. Hein. Le film, c'est surtout Facehuggerland. Hein. Ça me saoule un peu, en vrai, parce que on a vu les making-of, on a vu, ok, on est revenu au basique, on a fait des costumes, on a fait des animatroniques, le design est en plus super cool, je trouve qu'il était vachement beau, ce nouveau xénomorphe. Si on cumule toutes les séquences bout à bout, je pense qu'on a peut-être 7 minutes à tout casser de présence à l'écran. On met beaucoup en valeur les facehuggers. Bon, c'est cool, hein, pour une fois, ils sont vraiment menaçants, on fait des choses qu'on n'a pas encore vues avec eux. Mais bordel, nous, c'est le xénomorphe qu'on veut voir, quoi. Donc, un petit regret là-dessus. Maintenant, bon, gros regret. Gros point noir pour moi dans ce film. Le Big Chap revient. Et dès le début. Scène d'introduction, donc je parlais tout à l'heure en section non-spoiler. On a un plan d'un vaisseau qui est en fait dans l'espace en mission pour aller récupérer le Big Chap, le xénomorphe du premier film, près de l'épave d'ailleurs, des débris du Nostromo qui sont encore en train de flotter dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est pas forcément cohérent parce que peut-être que lui aussi, vu que la façon dont il a été éjecté, il aurait dû être beaucoup plus loin. Enfin bref, admettons. On récupère donc ce cocon qui s'est confectionné, un cocon mi-astéroïde, mi-matière du nid. On sait pas trop ce que c'est comme matière, mais en tout cas ça a l'air très, très dur. Il a dû se le façonner et s'enrouler dedans pour essayer de survivre par son instinct de survie et par son métabolisme qui fait qu'en fait maintenant on comprend qu'un alien dans l'espace il peut survivre. Même en manque d'oxygène, même en manque de... Dans le vide intersidéral, il peut très bien trouver moyen de survivre. Purée, Big Chap revient. On le savait. On le savait, les fans, les vrais fans qui commencent à regarder les forums et qui se renseignent un petit peu, surtout les sites comme avpgalaxy.net, des trucs comme ça, où on est fan depuis 10 ans dessus. On le savait déjà depuis en fait, les projections tests qu'il y avait eu en fin 2023, il me semble, ou avant. C'était un spoil qu'on avait déjà eu avant. Ensuite, NECA, la société qui fabrique du coup des figurines de collection, balance avant la sortie du film des visuels des figurines en question. Donc on voit le Scrotched Alien, là, le xénomorphe, le nouveau xénomorphe du film. Donc, très bien, on peut le voir un peu sur toutes les coutures du coup. C'est bien, on le voit en détail. On voit qu'il y a des sortes de griffes, un peu comme les raptors sur les pieds d'ailleurs. C'est un nouveau design que j'aime beaucoup. Mais on nous révèle surtout le Big Chap dans son cocon. Et on se dit, ok, donc c'est confirmé. La Fox ensuite ne perd pas de temps et nous sort des TV spots les plus récents dans lequel il confirme du coup ce spoil et on se dit ok, Big Chap revient. Il revient mais tout est hors champ. Il est vivant, il attaque la station, il décime tout le monde, mais tout se passe hors champ. Monsieur Alvarez, pourquoi vous faites ça? Ça fait depuis 1979 qu'on se pose la question. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que Ripley l'a cramé ou pas cramé? Est-ce qu'elle a réussi à le tuer? Il est vivant. Il revient, mais il revient pas. Genre, c'est hors champ. On le retrouve, il est déjà mort en fait. On le voit, il est là en mode suspendu dans l'air, à moitié découpé en deux, il lui reste qu'une moitié de crâne.
Ah, on lève les yeux, on fait un plan de 3 secondes dessus. On voit qu'il a encore le grappin implanté dans le dos, traversé par Ripley. Et basta. Vous saurez ça dans le comics qui sort bientôt. Chez Marvel. Ah, super. Eh ben oui, il faut se faire du fric. Donc on va faire un comics pour expliquer les choses qu'on voit pas dans le film. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est un truc que j'attendais de pied ferme depuis des mois et des mois. Je me disais, putain, le Big Chap revient, mais du coup, ça veut dire que peut-être qu'il va muter. Peut-être que c'est lui qu'on voit dans le cocon. Peut-être que c'est lui qui change de forme. Est-ce qu'il va pas devenir une reine? Est-ce qu'il va pas pondre des œufs après? Ça va justifier du coup pourquoi on a trouvé des œufs dans le premier Derelict, dans le film Alien de 1979. Tout ça pour ça? Vous sentez Vous sentez que je le ressens là, je l'ai au plus profond de moi là. Calme, zen et détendu. Bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est un regret. J'ai quand même espoir qu'il existe une version longue de 2h30, 2h40 peut-être. Même 2h20 ça me va. Ça sent qu'il y a des coupes. Ça sent qu'il y a des coupes pour aller au format moins de 2 heures, pour qu'il y ait plus de séances quotidiennes, pour que la Fox elle se rentabilise un peu plus. Mais il y a des scènes qui sont trop effrénées, il y a un montage des fois qui est trop charcuté. On sent qu'il manque même des plans au sein même de séquences. On sent que Alvarez il a pu s'amuser un peu plus et que ça a été limite censuré en fait. Ça a été un peu censuré. Il y a des plans qui auraient pu soutenir des choses, et des choses même gore qui se passent dans le film et qui ont été un peu édulcorées. Donc j'ai grand espoir qu'il y ait un Blu-ray avec une version longue. J'espère que ça sera le cas. Alors, pour d'autres petits spoils vite fait, on a la mort par acide d'un des protagonistes. Et c'est vachement cool, hein. On avait des petits embryons de trucs comme ça. Des fois, dans Covenant, même le mec il se prenait de l'acide. Mais il était juste la peau un peu rongée, on lui mettait un petit pansement, ça va. On avait X aussi dans Alien 2 qui se faisait éclabousser lorsque l'ascenseur se ferme par du sang alien sur son visage. Mais pareil, c'était des petits impacts d'acide, ça le rongeait juste un peu et bon, ça va, il survivait. Là, on a enfin un personnage qui se prend de l'acide et qui en meurt. Voilà, merci. Le sang acide reste une arme de destruction massive. L'alien est dangereux au point que même s'il est mort, il peut te tuer par son sang. Et là, on le voit enfin. Et ça, c'est vachement cool. Autre chose, on a des petits clins d'œil à Alien Isolation. Et pas que des clins d'œil, on a l'ascenseur qui est transversal. Je sais pas comment ça s'appelle, l'ascenseur qui mène d'un point A à un point B de façon horizontale. Qu'on prend dans Alien Isolation lorsqu'on doit passer d'une zone à une autre dans la station. Donc ça, bien vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'Alien Isolation? On a des accessoires, on a le téléphone qui revient, qui est des fois un peu dans le décor, qui d'ailleurs ils l'ont mis en accessoire exposé lors de la première mondiale qu'il y a eu en Chine je crois. Donc vachement cool. On a même un autre jeu qui est mis en valeur, c'est Alien Fireteam. Alien Fireteam, on a le fameux fusil à impulsion avec visée automatique qui va du coup viser automatiquement les aliens et directement les viser dans la tête et les détruire. Lorsqu'on a des grosses vagues d'ennemis qui nous arrivent, on a cette arme, c'est la meilleure je trouve dans le jeu d'ailleurs. Bon, le jeu en soi, c'est pas non plus, en termes de scénario, c'est pas extraordinaire. Mais du coup, c'est un petit truc qui revient dans ce film-là. Et puis, on a en fait un peu d'ingrédients de tous les films. Hein. On a des clins d'œil et des clins d'œil des fois un peu trop forcés. Et on va y venir maintenant avec tout ce qui va être les répliques. Les répliques des anciens films qui reviennent dans ce film-là et pas toujours de la meilleure des manières. On a du coup Rook, le nouveau H, qui va nous redire exactement les mêmes choses. Je sais plus ce qu'il dit sur la survie, mais vous avez ma sympathie. Ok, mais est-ce que Rook n'aurait pas son propre langage? Est-ce qu'on est obligé de le faire redire les mêmes choses que le premier film? Un peu chiant, mais on a surtout... Ah! Get away from her, you bitch! Cette phrase revient mot pour mot dans le film. Elle est prononcée par Andy, et en plus elle est découpée avec une respiration un peu chelou, et elle s'adresse non pas à une alien comme une reine, mais à un xénomorphe, donc bitch, pas forcément le bon choix de mots, et c'est forcé, je suis désolé, et puis du coup ça retire cette réplique à Ripley, parce que ce film est placé entre les deux, Alien 1979 et Aliens 1986 de James Cameron, dans lequel c'est là que Ripley dit cette réplique face à la reine alien. La réplique qui est devenue mythique, qu'à chaque fois qu'on la voit, on est là, on est ouais, dis-lui. Non, ça marche pas. C'est ni fait ni à faire. Là pour le coup, je suis désolé, c'est
interdit. C'est interdit. À la limite, Andy, il lui dit Get away from her. Point final. Voilà, ça s'arrête là. Ok, on a un semblant de réplique qui fait écho. On se dit ah, ok, bien joué, on se rappelle la référence. Ça marche. Mais dis pas you bitch. Purée, non, c'est pas possible. Non, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Vous verrez par vous-même dans le film. C'est fort, non, c'est ni fait ni à faire. Là, sur le coup, Alvarez, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une référence à Jurassic Park, étonnamment. Il y a une grosse séquence de poursuite dans les couloirs avec une armée de facehuggers à leur cul. Et donc, en fait, il va lancer une sorte de fumigène, mais c'est un fumigène qui est électrique. C'est une lampe rouge, qui doit être un peu chaude du coup. Bref, il la lance sur un mur et on a quelques facehuggers qui dévient leur trajectoire, qui vont suivre cette lumière-là. Donc ça nous rappelle forcément le T-Rex de Jurassic Park. Petite référence aussi à Avatar, enfin peut-être autre chose, je sais pas, mais en tout cas ça m'a fait penser à Avatar. Lorsqu'à la fin on va avoir du coup Rain qui enfile sa combinaison, référence du coup à Ripley dans le premier Alien, mais du coup elle met son scaphandre, elle a du mal à respirer parce que l'oxygène ne lui parvient pas, et donc elle appuie sur le bouton là. Enfin, elle va respirer, donc ça m'a fait penser du coup à Jake Sully qui a son petit masque et qui galère et qui n'arrive pas à reprendre sa respiration. Et donc, des petites références qui sont parsemées dans le film et qui font plaisir, des fois un peu moins. Maintenant, pour finir, on va parler du dernier acte. Dernier acte du film qui va en faire jaser plus d'un. On a un newborn. Ouais. Alors, le truc qui faisait déjà couler beaucoup d'encre à l'époque, en 97, hein, lorsque Alien 4 est sorti, de Jean-Pierre Jeunet. Ce newborn, ce hybride Alien Xenomorph, rappelons le contexte, à l'époque, Alien la Résurrection, donc, on ressuscitait Ripley, morte dans Alien 3. Alien 3, donc, elle avait un embryon de reine alien en elle. C'est pour ça que d'ailleurs l'alien ne la tuait pas. Et du coup, fin du 3, spoiler, elle se jette dans la lave en fusion, ou le ciment, je sais plus ce que c'était, une sorte de métal en fusion, bref, un truc très chaud. Elle se jette à l'intérieur, la reine lui jaillit du thorax, elle la tient pour pas qu'elle s'enfuit et elle la tue avec elle. Très beau d'ailleurs cette fin, avec une des meilleures musiques, je trouve, de la saga. Bref, Alien 4, on ressuscite Ripley. 200 ans plus tard, on se dit bon, en 200 ans, pour avoir un bond technologique qui fait qu'on peut y arriver. D'ailleurs, c'est pas très bien expliqué comment ils ont fait, mais bon, certes. Ils arrivent non seulement à ressusciter Ripley, mais leur objectif surtout, c'est de ressusciter l'embryon d'alien qu'elle avait en elle. Le processus rate quelquefois, qui va donner donc vie à des clones ratés. Et on a donc une reine alien qui naît du clone de Ripley et qui va donc donner un croisement génétique. Ripley elle-même a de l'ADN alien en elle maintenant, et l'alien a de l'ADN de Ripley. Et du coup, la reine évolue, n'a plus besoin de pondre des œufs, et va donner du coup naissance par accouchement, ou par une sorte de sac, en tout cas, sac génétique, on ne sait pas trop ce que c'est, une sorte de placenta géant, enfin bref, à ce newborn, dont le design a d'ailleurs fait beaucoup parler à l'époque. Alien Romulus contient donc son propre newborn, qui a une gueule d'ingénieur. Alors, Papy Scott, je veux bien qu'on intègre la Black Goo, qu'on canonise ton Prometheus et ton Alien Covenant, mais par contre, qu'est-ce que c'est ce délire? Je suis sceptique, je suis très sceptique, j'arrive pas encore, si je l'ai vu hier 2 fois le film, on est le 15 août, je vous ai dit, là où je tourne la vidéo. Premier visionnage, j'ai été très très perturbé, je me suis dit, non. Deuxième visionnage, j'ai commencé à dire, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Parce que la façon dont c'est fait, c'est en même temps du recyclage, mais du jamais vu sur quelques aspects. Vous allez le voir. Je pense que troisième visionnage, quatrième, peut-être que j'aime mieux l'assimiler. Là, je suis encore dans un entre-deux. Je me dis, est-ce qu'il fallait vraiment montrer une nouvelle créature? Est-ce qu'il fallait vraiment montrer celle-là? Est-ce qu'on pouvait pas enfin nous montrer dans un film live action un prétorien, un roi alien, j'en sais rien, mettez-moi un nouveau truc, mais non, ce mélange humain xénomorphe est très perturbant.
D'un côté, c'est l'essence même de la saga de nous perturber, l'hybridation déjà des Alien 3, hein, avec le dog alien, hein, l'alien chien. On comprenait donc que le système reproductif de l'alien faisait que il allait se croiser génétiquement avec son hôte. Ok, sauf que là, elle n'a pas de facehugger qui vient sur elle, elle s'injecte elle s'injecte dans le cou la black goo, l'huile noire, qui va modifier normalement génétiquement son propre corps à elle, mais comme le personnage est enceinte, c'est le bébé qui est impacté. Donc déjà, il y a un truc bizarre. Mais bref, il y a tout qui va trop vite. Ce dernier acte, il est pour moi bancal actuellement. J'ai donc, je redis encore, hein, j'ai espoir qu'il y ait une version longue qui prenne le temps de faire les choses correctement et un peu plus, comment dire, de façon bien amenée. Parce que là, on sent qu'il y a eu des coupes, et notamment sur les choses un peu gore, un peu glauques que le film met en place et que Alvarez ose faire. Le newborn en question va vouloir être allaité par sa maman. C'est assez dégueulasse, mais c'est un peu caché. C'est un peu cuté. On sent que ils ont tourné des plans, ils ont assumé ce truc-là, mais pas dans ce montage cinéma. Cette version cinéma, elle va édulcorer le truc. Et ils vont pas forcément assumer à 100%. Donc voilà, pour finir, un troisième visionnage s'impose, que je vais donc m'empresser de faire. Je suis mitigé, mais mitigé plus, parce que c'est quand même le meilleur film Alien qu'on a eu depuis 20 ans, hein, faut le dire. Merci Alvarez d'oser, pas merci à Scott d'être encore derrière, désolé, hein, mais au bout d'un moment on lâche le truc, tu vois. Et moi je regrette encore de ne pas avoir le Alien 5 de Neil Blomkamp, qui allait effacer Alien 3 et Alien 4, donc c'est pas forcément des bonnes idées, mais qui, par les premiers designs qu'on avait pu voir fuiter, promettait de belles choses, quoi, et des choses innovantes. Donc je sais pas, il y a une nouvelle série Alien qui sort, une série Alien qui est prévue pour 2025, qui va se passer avant Alien aussi, qui va se passer sur Terre. Pourquoi? Je sais pas. On sent qu'on peut encore faire des choses avec cette saga, elle est pas complètement morte. Ça fait plaisir à voir un film qui reprend un peu cette ambiance-là. Mais voilà, c'est pas non plus... Ça s'épuise quand même tout de même beaucoup. Je sais pas où on va, mais on y va. Sur ce, je vais donc m'empresser de retourner voir ce film pour me refaire encore un petit avis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, mettez votre petit commentaire, hein, ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Mettez-moi aussi votre petit classement sur votre meilleur film Alien au pire. Ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez aussi de la saga dans sa globalité. Voilà, moi c'était Alex. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour plus d'aventures. Je vous dis à plus, bonne fin d'été, bonne reprise pour ceux qui vont reprendre le boulot bientôt. Et à très vite sur la chaîne, c'était Alex. Ciao ciao.